toute l'Indienne Océanie, entend montrer la voie, celle d'une modernité construite par l'alliance de l'homme et de son environnement. Ce soir, nous voulons d'abord marquer le lancement d'un programme, le programme COI Énergie, doté de 15 millions d'euros provenant du 10e Fonds européen de développement. Nous allons aussi assister à un spectacle inédit, un spectacle mis en scène grâce à l'électricité produite par les déchets de Marchicose et par l'entreprise Sotravic et intégrée au réseau de Central Electricity Board. C'est un événement inédit à Maurice qui nous est proposé sous la forme d'un spectacle de danse et de musique sur le thème de danse sur le thème des énergies renouvelables et de la musique. L'objectif étant de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible à l'importance de ce type d'énergie pour les populations insulaires de l'océan Indien. Les sources renouvelables et une meilleure efficacité garantissent bien sûr une sécurité énergétique accrue, mais également de grands gains du point de vue des dépenses financières des pays. Et elles amènent en plus la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qui, comme tout le monde le sait désormais, sont la source du réchauffement climatique qui a un impact sur notre planète et en particulier sur les petits pays insulaires. J'essayais de parler et de convaincre mes interlocuteurs de la nécessité des énergies renouvelables. Voilà, la CEB résiste, nos ingénieurs résistent. Saraco, c'est la plus grande des fermes photovoltaïques de notre pays. Produit a une capacité de 15 MW, produit à peu près 12-13, ce n'est pas très grave, et ça coûte à l'État 37 millions d'euros par an. L'énergie des toits, les rooftops. Nous avons une production d'à peu près 5 MW, c'est pas beaucoup, mais à un coût de 48 millions d'euros par an, c'est le coût à l'État. L'éolienne, nous avons deux, Plaine Sophie qui est en arrêt, parce qu'un voisin s'en est plaint, et nous avons Aérowatt à Roche-Noire, qui nous promet 9 MW à être commissionné en 2016. Tout cela pour vous dire que ce n'est guère brillant. C'est pour cela que j'ai demandé à la CEB de lancer, au même moment que la COI faisait un appel à l'expression d'intérêt, la CEB en a fait de même. Nous recevrons des propositions, mais nous avons déjà vu ce que Maurice peut nous proposer, ce qu'on appelle les propriétés sucrières. J'ai rencontré un grand promoteur hier qui, avec tout le sérieux du monde, devait ajouter de la paille de canne à son processus. Car la biomasse, c'est peut-être la réponse à cet ingénieur de la CEB qui ne croit pas tellement au soleil et au vent. Notre gageur, c'est d'arriver à 35% en 2025. Nous sommes à 18%. On a tendance à dire que ça ne fait que 15%, mais ça fait quand même presque le double. Il y a peu de temps encore, un colloque ou une conférence sur les énergies vertes ou encore le changement climatique aurait été considéré comme relevant uniquement du ministère de l'Environnement ou encore de l'Énergie. En l'espace de quelques années, cette thématique est devenue l'affaire de tous. Quel est notre devoir? Je pense tout d'abord à l'adaptation de la formation. Cela s'applique en premier lieu aux emplois verts, c'est-à-dire aux nouveaux emplois induits par le changement climatique. Avons-nous suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour construire les éoliennes et des pompes à chaleur? Qui assure la formation appropriée à ces nouvelles professions? Comment former les employés qui perdent leur emploi dans une industrie polluante pour qu'ils puissent entamer une nouvelle carrière dans un emploi vert?
J'ai bien conscience que la définition du concept d'emploi vert reste quand même controversée. Il est néanmoins important de souligner que ces nouveaux emplois seront créés parallèlement à la disparition d'emplois plus traditionnels. Mais l'impact du changement climatique sur l'emploi ne se réduira pas à ces nouveaux emplois verts. Les artisans qui travaillent dans le bâtiment, principalement de la rénovation, feront le même travail dans le futur, mais ils auront besoin de connaissances supplémentaires pour rendre les maisons plus écologiques. La réussite de cette transition passe avant tout par la formation. Les partenaires sociaux devront y jouer un rôle essentiel. Mais le dialogue social ne devrait pas se limiter à la formation. Il devra également porter sur les conditions de travail, la consultation des employés, la recherche et bien d'autres sujets affectés par le changement climatique qui est tributaire en grande partie de notre politique énergétique.